Bon, vous avez le TD, donc je ne vais pas partager l'écran. Donc on était dans l'exercice 2, c'est ça? Monsieur, le chien dans le TD. Ah, si, le TD est partagé plateforme. Bon, je vais essayer de partager. Alors, vous avez même la correction, hein? Donc, là, j'ai déposé le chapitre 2 sur la planification, qu'on n'a pas encore vu. J'ai déposé donc la correction du TD numéro 1 et j'ai déposé le TD numéro 2. OK, je l'ai trouvé. Donc, je vais le partager. Voilà. Donc, exercice 2, donc, quelle est la classification normalisée du coût de la qualité? Bon, quel est son objectif? Dans la classification ou bien la décomposition, c'est la même chose. Donc, on a pris donc, avec le coût, donc global pour élaborer la valeur ajoutée, et on l'a décomposé sous forme de sous-coût. Donc, quelle est cette classification? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Bon, sinon, vous avez la solution sur la plateforme. Donc, l'exercice 1, on a vu que, donc, que pour une entreprise améliore sa rentabilité, elle doit réduire les coûts d'élaboration de valeur ajoutée. On a dit que le prix de vente il est constant, il est fixé par la concurrence, et le coût d'achat de matière il est à peu près constant. D'accord? Il reste donc, pour augmenter la marge, on doit réduire le coût d'élaboration de la valeur ajoutée. Donc, je vais écrire la formule ici. Donc, vous avez donc le coût achat matière. Pardon. Monsieur, on voit pas le tableau. Parce que vous avez partagé que le Word. Ah, d'accord. Bon. Non, même si j'écris sur... Bon, le TD est partagé. Le TD, il est partagé?
Oui, monsieur, il est partagé. Maintenant, si j'écris sur le TD, est-ce qu'il va apparaître? Il accepte fort maintenant. Oui, Je, Vous je allez le voir. penserais bien. Maintenant, vous voyez, maintenant j'écris sur l'écran, vous voyez? Oui, Voilà, donc c'est ce que je veux. Donc le coût achat matière, d'accord, plus le coût de l'élaboration de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le coût de tout ce qu'on fait pour transformer cette matière première en produit fini. D'accord? Lorsqu'on prend cette matière première, la transforme, d'accord? On lui procure, on lui donne une valeur ajoutée. Donc, toutes ces activités, ils ont un coût, on les a rassemblées on l'a appelé coût de la valeur ajoutée. D'accord? Plus la marge, d'accord? Bon, j'écris marge carrément. Égale au prix de vente. OK? Ce qu'il faut retenir, c'est cette formule-là. Il faut la comprendre. Bon, ça, c'est évident. Hein? Donc, lorsque je veux fabriquer du pain, j'achète la matière première, donc la farine, le sel, la levure, etc. Tout ça, il a un coût. Plus le coût de, par exemple, une femme va faire cette transformation. D'accord? Il sera payé. OK? On peut, par exemple, transporter le pain pour le livrer. Tout cela, ça a un coût. On l'appelle coût de la valeur ajoutée. D'accord? On lui ajoute la marge qu'on veut gagner. Ça va nous donner le prix de vente. Je vais écrire ici vente. Voilà. Donc, le raisonnement, faites-le sur cette formule-là. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le prix de vente, c'est une constante. OK? Pourquoi? Parce qu'il est fixé par la concurrence. Donc, il y a donc ce qu'on appelle le prix marché. Le coût d'achat de la matière, il est à peu près constant. Parce que la matière première est vendue sur le marché, donc à un prix, donc pour une qualité donnée, à un prix constant. Il reste donc, puisque ces deux sont constants, pour augmenter la marge, d'accord, on doit réduire le CVA, le coût de valeur ajoutée. هذا هو l'objectif de toute la gestion de l'entreprise. OK? Maintenant, ici, la deuxième question, elle est liée à la question 1. Donc, quelle est la classification normalisée des coûts de la qualité? Donc, on prend normalement, les coûts de la qualité, normalement, les coûts d'obtention de la valeur ajoutée. Normalement, donc, le CVA, il est égal. Pourquoi on va le décomposer, en fait? On va l'analyser. À votre avis? Oui, pourquoi on veut décomposer? Donc, bon, tout d'abord, on a dit la conclusion de l'exercice 1, pour augmenter la marge, améliorer la rentabilité, qui est l'objectif ultime de l'entreprise, c'est sa finalité d'ailleurs. On a dit qu'il faut réduire les coûts de la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que le prix de vente, il est constant, il est imposé par la concurrence, et les coûts d'achat de matière sont constants. OK? Donc, on doit réduire les coûts de la valeur ajoutée. Mais que ces coûts de valeur ajoutée, d'accord, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de dimensions qui sont dedans. Et pour savoir sur quoi agir, on doit les décomposer. C'est ça l'analyse. Donc, j'isole. Donc, lorsque je décompose, j'isole les éléments. Pourquoi les isoler? Pour que je puisse agir sur eux indépendamment des autres. Voilà. Donc, le CVA donc, est égal donc, au coût de gestion
pour l'ensemble des activités, on fait ce qu'on appelle la gestion. Donc la gestion, qu'est-ce qu'il y a pour la gestion? Il y a deux activités, le contrôle et la prévention. D'accord? Donc, plus les coûts de la non-qualité. Plus les coûts de... Lorsqu'on va travailler, on ne va pas travailler parfaitement, on va commettre des erreurs. Toutes ces erreurs, ils ont un coût. Et on les a rassemblées en coût de non-qualité. D'accord? Non-qualité, c'est l'inverse de la qualité. OK? Qu'on peut décomposer, on peut aller plus loin pour la décomposition. Donc là, la gestion comprend le contrôle et la prévention. Donc coût de gestion est égal à coût de contrôle plus coût de prévention. Okay. En qualité, on a distingué interne et défense secteur. Voilà. Plus coût défaillance interne plus défaillance externe. Voilà. Donc, cette décomposition, d'ailleurs, elle est normalisée donc, dans le monde entier. Donc, l'utilise pour... Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette décomposition-là? Donc, on voit que les coûts de gestion sont nécessaires. C'est un investissement qu'il faut faire pour réaliser cette valeur ajoutée. Donc, on doit les optimiser. D'accord? Et réduire au maximum les coûts de non-qualité, les coûts de défense interne et externe. Bon, dans l'idéal, les rendre nuls. Dans l'idéal, les coûts de la valeur ajoutée doivent être égaux au coût de gestion avec une gestion optimisée. Bon, c'est quoi une gestion optimisée des activités, par exemple, de prévention? Prenons par exemple, pour une machine donnée, l'entreprise, on doit changer l'huile de la machine chaque 300 heures, par exemple. Donc, le constructeur nous fournit ces informations, d'accord? Comme une voiture, par exemple, chaque 5000 km, je dois faire une vidange, chaque 10 000, je dois changer le filtre. Ça, ce sont des activités de maintenance préventive, donc ce sont des activités de prévention. OK? Si maintenant quelqu'un, chaque 100 heures, change l'huile, donc c'est bien pour la machine, mais bien sûr, ça va, et c'est inutile, bien sûr, ça ne va rien changer, mais le coût sera multiplié par 3. Chaque 100 machines à 300. Donc, les activités de gestion, la même chose pour le contrôle. On ne doit pas faire trop de contrôle inutile. On doit savoir quand est-ce contrôler, d'accord, le moment opportun. Par exemple, le génie civil, justement, prenons le cas du béton armé. Donc, avant de faire la coulée une dalle, l'ingénieur vient vérifier, donc, est-ce qu'on a respecté le dimensionnement qui existe dans le plan. Et après, il ne contrôle plus. Parce qu'on fait des briques, il ne va pas contrôler les briques, c'est pas. Donc, il contrôle l'important. Maintenant, si on fait la coulée, pour contrôler, ça devient très difficile ou la plus coûteux. On peut contrôler même une dalle ouverte, mais. Donc la philosophie de la chose, c'est ça. Donc, réduire au maximum les coûts de défense interne et externe et optimiser les coûts de prévention et de contrôle. OK, pas de questions? Non, monsieur, pas de question.
Alors, c'est fondamental. Si vous avez compris ça, et bien sûr, durant le parcours, il ne faut pas l'oublier. Surtout, il ne faut pas l'oublier. On va entrer dans des détails, mais toujours, l'objectif, là, c'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est pour réduire les défaillances internes et externes pour augmenter la rentabilité. Voilà. Maintenant, ces défaillances internes et externes, il faut tout d'abord apprendre à les identifier, à les distinguer. C'est l'objectif de la question 2.2. On a donné un ensemble de faits, d'accord? Et vous devrez donc distinguer entre une défense interne, défense externe, ou bien... Monsieur, la première outillage mal adapté, c'est une défense interne. Oui. Donc ça, c'est une défaillance interne. C'est un outillage utilisé par un opérateur ou par un ouvrier, et elle est mal adaptée. Donc c'est à l'intérieur de l'entreprise. Le client n'a pas vu ça, il n'est pas touché, donc c'est une défaillance interne. La perte d'un client... Défaillance externe. Externe. Donc ça, c'est parmi les défaillances catastrophiques pour l'entreprise, c'est lorsqu'il perd un client. Donc ça veut dire que son chiffre d'affaires sera revu en baisse et bien sûr, donc il va toucher sa rentabilité. Donc passer à rechercher des informations. Donc c'est une défense interne. Normalement, l'information doit être disponible dans le lieu de travail, le poste de travail de l'employé. Donc chercher l'information dans un autre secteur, c'est un gaspillage de temps. La durée des opérations de contrôle. Un contrôle, voilà. Le contrôle induit une durée, bien sûr. Les coûts de garantie. C'est une défense externe. Bon, il faut comprendre c'est quoi la garantie. La garantie, lorsqu'on achète un produit qui a une garantie d'une durée donnée, donc durant la période de garantie, s'il tombe en panne ou s'il y a un problème, c'est l'entreprise qui doit réparer ça. Donc ça a un coût. Donc c'est une défaillance. Réellement, les entreprises, à des défaillances externes, à de les coûts de garantie, représentent un pourcentage important. Réunion inutile. Donc c'est une défense interne. Quand on fait une réunion inutile, ça veut dire que on n'a pas donc, on n'a rien inventé, bien sûr, on n'a rien proposé, et on a perdu quoi? Les pertes, c'est quoi? Hein? Oui, l'argent. Quel argent? Hein? Non, je parle de réunion inutile. Une réunion inutile, ça veut dire 3 personnes ou 4 entreprises se sont réunies, d'accord, pour résoudre un problème. Ils se sont réunis pendant 2 heures, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'on a perdu? Hein? En termes d'argent. Le temps, là, voilà, le temps, c'est l'argent. On a perdu quoi? Par exemple, hein? Le salaire, il est payé l'heure. Un technicien ou bien un ingénieur ou bien un employé, d'accord, il travaille 8 heures par jour, il est payé l'heure. Il ramène son salaire l'heure, il travaille, je ne sais pas, 50 dirhams l'heure, le 40 dirhams, le 100 dirhams, ça dépend de son grade. Lorsqu'il travaille 2 heures, 3 personnes qui touchent 100 dirhams l'heure, ça veut dire qu'ils ont perdu 600 dirhams. Voilà. Frais de contentieux juridique. Voilà. Contentieux juridique, ce sont les poursuites juridiques d'entreprise par des clients. Donc, bien sûr, c'est une défaillance. Conseil et formation. Hein? Conseil et formation. Hein? C'est une prévention. Frais de remplacement et de réparation. Pour le client, bien sûr. C'est une défaillance externe. Sensibilisation des employés. C'est une prévention. Prévention. Oui.
contrôle matière première. C'est contrôle. Maintenance préventive, c'est prévention. Voilà, comme ça nous l'a dit. D'accord? Donc, puisqu'on doit donc, décomposer ce coût, donc on doit distinguer donc, entre ces défaillances et représenter donc leur coût. Pas de problème. Bon, exercice 3. Rappelez qu'est-ce que c'est qu'un défaut, qu'est-ce que c'est qu'une non-conformité. Illustré par un exemple. Monsieur, un défaut, c'est la non-satisfaction d'une exigence. Non. Quelle exigence? Il faut la spécifier. Un défaut, c'est lorsque vous avez fini de faire le travail, mais qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la qualité. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple. Les exemples là sont très. Par exemple, monsieur, le téléphone, on peut acheter un téléphone, mais il ne va pas être conforme à l'exigence que je veux, par exemple, l'utiliser ou bien Non. l'utilisation que je vais l'utiliser. L'utilisation. L'utilisation du téléphone, il est utilisé pour faire quoi? Pour rappeler, pour prendre des Pour photos. communiquer. Lorsqu'il ne communique pas. Ça, c'est un défaut. Donc, c'est une défaillance. Donc, on ne peut pas l'utiliser. L'exigence que tu as dit maintenant, c'est l'exigence de l'utilisation. Donc, un défaut, c'est lorsqu'une exigence, quelle exigence pour la spécifier? L'utilisation. Un stylo qui n'écrit pas, une voiture qui ne démarre pas, etc. On ne peut pas utiliser le produit. Ça, c'est un défaut. Une non-conformité? Non-conformité, c'est par exemple, tu as demandé un téléphone blanc, il te donne un téléphone. Voilà. Donc, lorsque une spécification est non respectée. C'est quoi une spécification? C'est une dimension, c'est une couleur, c'est une... Voilà. J'ai demandé le rouge, vous avez donné le vert. J'ai demandé 1,50 m, tu as fait 1,20 m. J'ai demandé un poids de temps de 10 kg, tu as fait 9 kg. Mais le produit, on peut l'utiliser. Par exemple, si je vous de me fabriquer donc un stylo, bon, je vous donne les caractéristiques, moi, les spécifications qui existent dans le cahier de charge. Je vous donne sa longueur, son diamètre, etc., sa couleur, sa forme. Lorsque tu ne respectes pas l'une de ces spécifications, elle est non conforme, mais le stylo, il écrit. Maintenant, s'il contient un défaut, il n'écrit pas. Vous voyez, c'est très facile. Mais c'est très important de les distinguer. Parce qu'on utilise les concepts pour communiquer dans le domaine de l'économie, de la qualité des entreprises. Parce qu'un industriel parle avec un autre, il parle de produits non conformes. D'accord? Il ne faut pas les mélanger avec, il ne fonctionne pas. Voilà. Oui. Pour D6.2, Oui. il y a deux points sur lesquels on a le mauvais conseil et le touche et le but. Pour ça. Ça n'est pas là, mais c'est sur les fiches. C'est pas le même CD. Bon, pas de problème. Donc, le bureau de touche, c'est... Oui.
Non, les réponses. Hein? Les réponses. Oui. Je pose la question, ça. À ton avis, c'est quoi? Le touche et le but. Pour pouvoir répondre à ces questions-là, est-ce que c'est une activité de prévention, de contrôle, une défaillance interne, externe? Il faut comprendre tout d'abord c'est quoi avec le. Parce que je dis, c'est quoi le but? Il faut comprendre c'est quoi le but. Le but, je touche. Le touche, oui, le touche, c'est une modification. Petite modification. D'accord? Le but, on ne peut pas le toucher. Prenez un pantalon, textile. Un pantalon, d'accord? On a oublié des boutons. On peut le toucher. On ne peut pas le jeter. On peut monter les boutons. Maintenant, si dans le pantalon, dans les tissus, d'accord, il y a un fil, par exemple, blanc. On ne peut pas. On doit le jeter. Le buter. Okay. Une pièce, par exemple, une pièce, on a oublié de faire un trou, un perçage. On peut la retoucher, faire le trou. Okay. Maintenant, si on fait un trou, haute tolérance, c'est dépassé. C'est le buté. On ne peut pas l'utiliser. Donc, le buté, on ne peut pas le réutiliser. Le toucher, oui, on peut le toucher, corriger et gâter le produit. Donc, c'est une défense interne. Mauvais accueil. Défense interne. Externe. Et Non, externe. Mauvais accueil de qui? externe. Il faut comprendre c'est quoi l'accueil, c'est quoi mauvais accueil, l'accueil de qui, etc. Il faut se poser un petit peu des questions comme ça. Donc, exercice 4. On veut la réaliser, l'améliorer, la qualité d'un produit doit être définie comme A, B, C ou bien D. Hein? Je vais faire l'absence. Chib Salah Din. Présent, monsieur. Merci. Anwar Monsieur. Khadija. Présente. Monsieur. Oui. Présent, monsieur. Ah, ça fait. Merci. Anwar Khadija, merci. Sarah. Tioui. Présente. Merci. Badruddin. Safia. Présente. Merci. Doumbia. Merci. Ayoub Badawi. Ayoub Badawi. Oussama Haïla. Oussama. Oh, monsieur, Oui. regarde la présence. Ayoub, Ayoub. ما سمعتهاش ها؟ شفت هي ميساج ولا شنو؟ لا monsieur راه كنت كنقول بريزون ما كانش الميكرو ماكتيف. نعم دوك ما قلتيهاش ليا. اسمح لي مشكل. ايوب البدو. با دو بروبليم. الخضيري ايمن. ايمن خضيري. Présent, monsieur. ميرسي. جيهان. monsieur الحيلة. ها؟ الحيلة monsieur الله يدوز. صافي راك صافي ميرسي راك ميرسي يا صاحبي بس ماسك. جيهان. الرابولي. Présente. ميرسي. فكير فؤاد. فكير فؤاد.
Mani Hamza. Présent, monsieur. Merci. Ilham. Présente. Merci. Shima. Présente. Merci. Hiba. Présente, monsieur. Merci. Wendy Ahmed. Ça. Wend Ahmed. Présent, présent. Merci. Manal. Manal. Khawla. Présente, monsieur. Merci. Iman. Présente. Merci. Ilyas. Présent, monsieur. Merci. Zakaria. Présent, monsieur. Merci. Othman. Saoud. Présent, présent. Merci. Shnaoui Mehdi. Présent. Merci. Bénédicte Mustafa. Merci. Michael. Michael. Mouad. Merci. Présent, monsieur. Yahya. Présent, présent, monsieur. شكون معايا هذا؟ يحيى كاين؟ monsieur, راه كيتقطع عليه المايك. عويسي مصطفى. Présent, monsieur. Merci. Monsieur Oui. Fakir Fouad, j'ai un problème de connexion. صافي. يوسف. يوسف. Présent, monsieur. Merci. Jimmy. Présent, monsieur. Nassima. Nassima. Présente. Merci. Oussama. Oussama. Présent, présent, monsieur. Merci. Salomé. Salomé. Yassine. Yassine. Monsieur et moi, Rachid Manel. Hein? Rachid Manel. Monsieur, Oui. Rachid Manel. ما فيك تي. الكونيكسيون كتقطع عليا monsieur. سي بون. Merci. ياسين ما كاينش. Donc A, B, C, D. La réponse. C'est quoi la qualité d'un produit? Comment on la définit? C'est quoi la qualité d'un stylo, d'une voiture, d'une bouteille, d'un pantalon? Satisfaction de besoin de client, bon, c'est vrai, mais c'est très vague. C'est-à-dire, c'est la réponse à tout. Ouais. On a fait la définition de la qualité. On a vu le chapitre 1. Il faut réviser. Ça fait la troisième séance. C'est le C. C'est la convention à l'usage, la durabilité et fiabilité.
Un stylo, il sert à écrire, une voiture, il sert à transporter, c'est sa fonction, c'est l'usage. D'accord? Il doit être durable, ça doit travailler longtemps, plus longtemps possible. La durabilité dépend donc de quoi? Des matériaux. Matériaux avec quel que soit ce produit. Sa fiabilité, il ne doit pas tomber en panne, etc. Ça peut être sa pureté, ça peut être sa dureté, ça peut être son acidité, sa viscosité. Donc la liste, c'est les langues. Donc c'est le C. Quoique le A, c'est une réponse juste, mais qui ne sert à rien, en fait. Comme un slogan. OK? C'est-à-dire, on peut poser la question, c'est quoi la qualité d'un produit? Donc un produit de qualité lorsqu'il satisfait les besoins du client. Et on peut enchaîner avec la question, l'autre question. C'est quoi ces besoins du client? On va tomber dans le C. Voilà. Parce que les livres de telle qualité, les articles, l'Internet, tous les livres pratiquement, ils commencent avec la qualité, c'est les besoins du client. Bon, on peut le dire, mais la suite, on doit expliquer, bien sûr, concrètement, c'est quoi cette qualité. Ou là, on peut dire, ben, c'est les besoins du client, mais qu'on doit traduire justement en spécification. Spécification mesurable. Parce que ça devient mesurable, donc c'est du concret. Mais se contenter de si quelqu'un a un café ou bien un restaurant, il sait qu'il doit satisfaire les besoins du client, mais il ne sait pas mesurer ses besoins du client. Hein? Là, il n'a pas pu les identifier et il ne va pas les satisfaire, bien sûr. Ça, c'est évident. Bon, l'exercice 4.2, donc c'est dans le même sens. Donc, une voiture doit transporter, ne pas tomber souvent en panne, parcourir un certain nombre, etc. Donc, on peut donc définir la qualité d'une voiture par donc, A, B, C, D. Donc ici, il s'agit de comprendre c'est quoi la convenance à l'usage, c'est quoi la durabilité, c'est quoi la fiabilité. C'est le A. Donc, l'usage, c'est le transport. Donc, la fiabilité, elle est liée donc les pannes. La durabilité, donc, c'est le parcours d'un certain nombre de kilomètres avant de se détériorer. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre le sens. Bon, maintenant, si vous ne comprenez pas un mot, donc utilisez Google, etc. Donc parce qu'on ne peut pas juger, donc on ne peut pas répondre, on ne connaît même pas de quoi s'agit-il. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que coût de garantie, je ne sais pas ce que c'est que fiabilité ou bien. Donc, il faut faire attention. Bon, l'exercice 5, donc, c'est le résultat, toujours dans le même sens. Pour pouvoir réaliser la qualité d'un produit et l'améliorer, ceci doit être défini de façon concrète et mesurable. Donc, ça rappelle, en fait. Pour un meuble en bois, donc un meuble en bois, ça peut être une salle à manger, ou là, un bureau, l'armoire, ou la bibliothèque. Préciser comment peut-on décrire le produit. C'est-à-dire, si vous êtes chez un menuisier pour fabriquer un meuble quelconque, d'accord? Imaginez le discours qui va donc se produire entre vous, que vous devez décrire le produit, justement, l'artisan, pour qu'il puisse le faire. Donc, comment peut-on donc décrire le produit? Vous êtes chez les menuisiers. Hein? Bonjour, bonjour. Hein? Hein? Vous avez précisé le... Ah, voilà. Donc lorsqu'on fait ça, donc d'une façon
d'une manière inconsciente, on est en train de lui dire la convenance à l'usage. Et d'ailleurs, on ne continue même pas. Lorsque je lui dis je veux un bureau, oui, donc on sait qu'un bureau, il est fait pour écrire. Bon, mais en général, on ne le dit pas. On ne dit pas donc je veux un bureau pour écrire. Maintenant, par contre, si vous lui demandez je veux un meuble en bois, quel meuble? Pour faire quoi? Pour manger, pour ranger les vêtements, pour ranger les assiettes, etc. Donc, vous voyez, donc c'est ça la convenance à l'usage. Ce n'est pas suffisant. Ensuite, on doit se mettre d'accord sur, donc c'est la question 1-2, les caractéristiques mesurables. La longueur, la largeur, l'épaisseur, le type de bois, la couleur. Donc, tous les détails pour qu'il puisse, lui, faire le meuble donc correctement. D'accord? Bon, on va donner un exemple d'usage fonctionnel et non fonctionnel. Ça, c'est juste une remarque. Donc, on a vu que l'usage peut être fonctionnel ou non fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire que le produit il est utilisé pour sa convenance à l'usage. Il est fait pour écrire, je l'utilise pour écrire. Par contre, non fonctionnel, je peux l'utiliser pour décorer. Ben, il n'y a pas plusieurs cas. Donc, on peut, donc, un stylo pour un bureau, donc on peut l'utiliser pour décorer. Et de seule qualité. C'est très important le concept sur qualité. Il est lié directement à l'ingénierie. Donc un meuble en bois, qu'est-ce que peut être une surqualité? Exactement ça. C'est le dimensionnement. Donc c'est un surdimensionnement. Ils n'ont pas dimensionné la table qui va être utilisée par une personne ou deux, un étudiant qui va poser donc juste ses affaires. D'accord? Maintenant, si je vais utiliser la table qui va supporter un poids donc excessif, bien sûr, je dois la dimensionner convenable. Donc un surdimensionnement, c'est une surqualité. Pourquoi? Parce qu'il est inutile pour le bon fonctionnement du produit. Donc le client, il est indifférent et ça coûte de l'argent, bien sûr. Ça va coûter plus cher. Donc c'est... voilà. Bon, exercice 6. Est-ce que c'est d'un produit, c'est-à-dire sa convenance à l'usage, sa durabilité, sa fiabilité, est-ce qu'il est suffisant pour pouvoir vendre le produit? Après? Non, on a dit que le client, bien sûr, veut un produit de qualité donc Q, c'est-à-dire convient à l'usage, durable, etc. Mais ce n'est pas suffisant. On a vu qu'il veut une quantité donnée, c'est le volume. Dans l'histoire de Q-validité. Tout ça sont des besoins du client. Donc, si on ne trouve pas la quantité voulue, on peut ne pas acheter, bien sûr, parce que je veux arrêter ma production. Ici, on se place dans le cadre que le client et son fournisseur, les deux sont deux entreprises. L'un fournit la matière première à l'autre. D'accord? Donc, il a besoin de 1000 tonnes pour sa production journalière, l'autre, il est incapable de la livrer. Donc, ce n'est pas suffisant. Le client, il a d'autres besoins. Quels sont les autres besoins? C'est validité. En plus du Q, il y a validité. Et là, je vous envoie bien sûr au cours. Et pour illustrer ce concept de Q-validité, d'accord, on va illustrer un cas, donc un exemple. Donc voilà, 6.2. Donc on a simulé l'achat de 4 TV donc, par des étudiants d'une université. Donc vous allez donc lire le texte et me dire, dans ce cas, dans cette situation, c'est quoi le Q, c'est quoi le V, c'est quoi le A, c'est quoi le L, le I, le T et le E. Voilà.
Dans cette, bien sûr, dans cet exemple-là. C'est quoi le Q ici? Alors, le Q, c'est quoi le Q? La qualité de quoi, Beda? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quel produit, Beda? Donc des TV, téléviseurs. D'accord? Donc la qualité Q, c'est la qualité de la télévision. Ici, c'est quoi? Donc si on reprend le texte, donc en troisième ligne, on s'entend dit, on se met d'accord sur le modèle à acheter. C'est un modèle reconnu par sa qualité. Donc, lorsque on achète par marque, normalement la qualité elle est assurée. Bien sûr, le prix il est élevé. Pour le PC, pour le vêtement, pour etc. D'accord? Donc ici, donc, le Q, il y a la marque. Maintenant, le V. C'est quoi le V? Ici, c'est quoi? 4 télé. C'est la quantité, le volume de V, c'est... Donc, ils veulent donc 4. Et le A? C'est le système administratif. C'est quoi ici les aspects du système administratif? Hein? Pouvez-vous envoyer votre facture? Peut-on payer par chèque? Tout ça, c'est des aspects administratifs. Donc voilà, donc c'est le 5. Donc le V, c'est le 2. Le V, numéro 2, ça veut dire 4. Le L, c'est quoi le L? Hein? Le L. C'est quoi ici? Non, c'est le lieu de livraison. C'est l'université. Pouvez-vous livrer, livrez-vous à l'université. C'est le lieu. D'accord? Donc là, bon, je vais donc corriger. C'est
c'est le Q. Ici, c'est le volume. Livrer à l'université, c'est le L. Ça, c'est le A. Le T, le grand T. C'est le délai. Le délai, une semaine. Pouvez-vous livrer dans une semaine? Ou bien inférieur. Donc là, c'est le T. Et finalement, le E, il doit être économique. Donc, quel est votre prix? C'est le E. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple pour illustrer. Donc le client, il a besoin donc, de tout ça. Bien sûr, tout ça, bien sûr, la réalité, on va voir qu'on doit donc prioriser, classer les besoins, qualité, par le plus important, on doit les hiérarchiser, justement pour fixer les priorités. Voilà. Exercice 7. Ici, donc, l'exercice 7, il parle du client de l'entreprise. Vous savez que la définition du client, bon, la plus connue, bon, la plus simple, le client de l'entreprise, c'est celui qui achète, c'est celui qui consomme. OK? Maintenant, il y a une discussion sur l'identification du client pour l'industrie pharmaceutique. Il y a plusieurs participants, il y a plusieurs intervenants, pardon, d'accord? Et les participants n'étaient pas tous d'accord sur quel est le client. Celui qui achète le produit, l'utilisateur, le patient, le pharmacien, le ministère de la Santé ou l'assureur de la famille du patient. De quel nombre ils peuvent intervenir à la décision. Donc, à votre avis, quels sont les clients? Si on veut définir les clients de l'entreprise de façon générale, plus générale que ce qu'on connaît. C'est une question un petit peu difficile, hein, ce n'est pas évident. Bon, on peut la faciliter si on pose une autre question. Pourquoi on veut savoir quels sont les clients d'entreprise? Nous intéressons quoi à des clients? Pourquoi on s'intéresse aux clients? Une entreprise s'intéresse à ses clients. Parce que l'entreprise est là pour satisfaire les besoins. L'entreprise, est-ce que ça, il est là pour satisfaire les besoins? Ah, voilà. Donc, l'entreprise s'intéresse aux clients, d'accord? De côté, de l'aspect acheter. Voilà. Mais le reste, donc, là, on doit préciser à quel aspect l'entreprise s'intéresse au client. Elle ne s'intéresse pas au client dans sa totalité. Donc, c'est l'aspect achat. D'accord? Donc, prenons un client pour qu'il achète, vous savez, ben, pour faire une action, parce que acheter, c'est un verbe d'action. Pour faire n'importe quelle prendre une décision. Donc, chacun de nous, chaque jour, il le fait pour venir à l'école. Tu dois prendre une décision, ben, tu vas venir, avant de venir. Ben, tu peux ne pas venir. Hein? Donc, cette décision d'acheter ou de ne pas acheter, elle peut être influencée par une autre personne. Par exemple, quelqu'un achète toujours un produit donné, disons un jus d'orange ou bien un jus. D'accord? Son ami, ou bien une association, ou bien il a vu sur Facebook que ce produit contient des additifs, des colorants, de l'acide citrique, etc. Il sera influencé et plus acheté. Donc sa décision a été influencée par un tiers. Bon, un tiers, ça veut dire une personne, son ami ou quelqu'un, ça peut être un savant, une association de protection du consommateur, etc. Donc celui qui est influencé, il devient lui aussi un client. Parce qu'il peut empêcher la vente. Donc les clients de l'entreprise, de façon générale, sont tous ceux qui influencent la décision d'acheter ou ne pas acheter. Il faut tous les identifier et prendre en compte, voilà, leurs besoins. Bon, exercice 8. Donc, préciser en quoi consiste le concept ci-après, l'inspection ou le tri, le contrôle et l'assurance, ou bien la prévention, c'est la même chose.
Et bien sûr, de préciser dans quelle situation nous pouvons les utiliser. Ah, vous ne révisez pas, donc il faut réviser vos cours. Chapitre 1. Je suis en train de reprendre le chapitre 1, tout simplement. Mais pour tirer profit, il faut chercher le cours, il faut pour fixer les idées. Vous avez eu le polycope, tout le monde? Donc, c'est quoi l'inspection? Le tri. Voilà, donc ça consiste à séparer les produits défectueux des produits conformes, tout simplement. Dans l'entreprise, bien sûr. Donc, on le fait à la fin de la ligne de production. On place des inspecteurs, et les produits donc ils passent, ils vont donc bien sûr trier entre ce qui marche pas. Bon, si on a des ampoules par exemple, donc on peut mettre l'ampoule, si ça s'allume, elle est bonne, si ça ne s'allume pas, elle est mauvaise. Oui. Non. Non. Ça, l'objectif. L'objectif, c'est quoi l'objectif d'inspection? Pourquoi on fait des inspecteurs? Ils trient entre les bons produits et les mauvais. Pourquoi on fait ça? Pour? Non. Pour empêcher qu'un produit défectueux aille chez le client. Voilà, c'est ça l'objectif. Je veux réduire le taux de produit, donc il a dit à avoir 0, donc aucun produit défectueux ne soit livré au client. OK? Bien sûr, avec cette manière de faire, on va éviter une défaillance externe. Bon, lorsque le produit est défaillant, lorsqu'un produit défaillant est chez le client, tout d'abord, il est mécontent. D'accord? Deuxièmement, je ne sais pas s'il peut causer des dégâts au client. Donc, c'est pourquoi on a vu qu'il y a des coûts de défaillance externe, d'accord? Et c'est très important par rapport aux coûts de défaillance interne. C'est pourquoi, donc, on doit commencer avec ça. Maintenant, les inspecteurs, ils ne se posent pas la question pourquoi on a cette défaillance, pour pouvoir la corriger. Par exemple, si on contrôle des bouteilles, si la bouteille elle a un trou ou bien si elle est déformée, lui, il ne se pose pas la question pourquoi elle se déforme. Ça, c'est l'affaire du contrôle, justement. L'activité de contrôle, s'il consiste à, justement, mesurer, comparer et chercher les causes de l'écart, c'est-à-dire chercher les causes de la défaillance et la corriger. Donc, avec ça, on peut réduire, bien sûr, les défenses internes. Maintenant, il y a une méthode plus importante, c'est la prévention. La guérison vaut mieux que la prévention veut mieux que la guérison. C'est-à-dire, quelle activité je dois mettre en place pour que ça ne se reproduise pas. Bon, comme l'activité d'une maintenance préventive d'une voiture ou bien d'une installation. Pourquoi on fait cette maintenance préventive? Chaque fois, on change l'huile, les filtres, etc. C'est pour minimiser les arrêts imprévus de cette machine. Voilà. Dans quel cas on peut les utiliser? Bon, l'inspection, on l'utilise dans le cas où on constate que les défenses externes sont en augmentation, bien sûr en pourcentage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plaintes clients. D'accord? On fait l'inspection. Maintenant, pour tirer profit, parce que l'inspection, on va toujours subir les mêmes pertes. D'accord? Si on fait le contrôle, on va réduire les défaillances et on va gagner mieux. Et bien sûr, si on fait l'assurance,
Donc on peut les faire, les mettre en œuvre donc en parallèle tous les trois. Bon, si les dépenses externes sont maîtrisées, on peut passer au contrôle. Si l'entreprise fait donc le contrôle, il doit passer là à la prévention. Bon, exercice 9. Une étude sur, bon, vous lisez, vous allez me donner la réponse. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Alors, bon, ici, il s'agit de juger est-ce que ce programme, donc cette étude, nous permet donc de conclure quelque chose ou non. Hein? Les deux pas, non. Aucune proposition? Non, rien, on ne peut rien conclure. Pourquoi? Parce qu'on a une seule situation. Pour juger, vous savez bien, juger, c'est comparer. Et pour comparer, on a besoin de deux situations. D'accord? Si je vous dis, par exemple, quelqu'un il a eu un 9 en maths, le 8 sur 20, est-ce que c'est bon ou mauvais? Tu ne peux pas répondre, sauf si tu me dis quelle est la dernière fois combien il a eu. S'il a eu un 6 sur 20, ensuite il a passé un 9, donc il s'est amélioré. Maintenant, si la dernière fois il a eu un 12 sur 20, et maintenant il a un 9 sur 20, ça veut dire qu'il s'est détérioré. Je peux juger. Est-ce qu'il a fait une progression ou bien une... Justement, l'exercice 10, dans l'exercice 10, on va faire une étude du coup de la non-qualité. D'accord? Donc, notez que c'est dès la réponse. Hein? Voilà. On a deux situations, justement. D'accord? En juin 2018 et en juin 2019. Donc, si on a un ensemble de catégories, tout d'abord, vous devez être capable de distinguer parmi les catégories les dépenses internes, les dépenses externes, les accès de contrôle. Pourquoi? Pour séparer leurs coûts, bien sûr. Et ensuite, quels sont les coûts de défaillance interne en juin 2018? Les comparer à ceux de juin 2019. Sans comparaison, on ne peut rien. Et bien sûr, on peut juger, donc finalement, quel est votre jugement sur la performance du programme d'amélioration de la qualité? Est-ce qu'il est rentable ou non? OK? Donc, si on prend, donc, on commence par donc, la question 10.1. Donc,
salaire des inspecteurs, c'est quoi? C'est une défense interne, externe, activité de contrôle, prévention. Hein? Oui. Donc, le salaire des inspecteurs, donc, c'est le salaire pour faire l'inspection. L'inspection, c'est un contrôle. L'inspection, ce n'est pas une prévention. Donc, le salaire des inspecteurs, donc prévention. Contrôle, pardon. Donc, on a de la contrôle. Planification qualité. Planifier, ça veut dire préparer ce que vous allez faire. Parce que vous-même, vous planifiez votre journée, votre année, votre mois. C'est-à-dire que vous fixez qu'est-ce que vous allez faire, avec quels moyens, etc. Donc ça, c'est un contrôle, la prévention, voilà. Pour ne pas avoir de surprise, en fait. Inspection à la réception. Donc c'est un contrôle. Inspection à la réception, c'est quoi? Lorsque l'entreprise achète de la matière première via les composants, lorsqu'ils sont livrés, avant de les stocker, il faut les contrôler, bien sûr. On fait donc un contrôle rebut et retouche. C'est une défaillance interne. Donc, je dis que rebut, donc rebuter le produit, ça veut dire que je ne peux pas donc le retoucher. C'est l'inverse de retoucher. Il sera jeté, d'accord? Par contre, retoucher, ça veut dire le produit, il y a une petite correction, d'accord? Et test final du produit. Donc, c'est un test, donc, de contrôle. Voilà. Retest et analyse de problème. Non, c'est une défaillance interne. Pourquoi? Parce qu'il y a retest. Ça veut dire que je me suis trompé, j'ai recommencé. Lorsqu'on recommence, ça va coûter plus cher, bien sûr. Donc, c'est une défaillance interne. Coût de garantie. Donc, externe, on l'a vu. Formation. Prévention, voilà. Contrôle statistique en cours, donc c'est un contrôle. Voilà. Donc maintenant, on connaît, donc on a 4 activités de contrôle, maintenant 2 activités de prévention, maintenant une défense interne, 2 défenses internes, une défense externe. On a donné les coûts d'IALAM 2018 2018. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez compter, évaluer les coûts de défense interne et externe 2018. Donc, on va les coûts de défense, défense interne. Qu'est-ce qu'il y a? En 2018, il y a 880 000, d'accord? Plus 87 000 dirhams. Il y a 2 défenses externes. Il y a ça, et interne, ça et ça. Donc, on va sommer, additionner les 2 coûts. Pour les défenses externes, la même chose. Donc, c'est 1 260 000. D'accord? Je fais le total et je les compare à ceux de juin 2019. Donc, je vais dire, faites la colonne d'abord. La même chose pour les défaillances internes, pour les défaillances externes. D'accord? La différence, bon, ce n'est pas suffisant, bien sûr. Je dois savoir combien j'ai investi. Donc, le tableau maintenant, c'est quoi? J'investis les activités de gestion, c'est-à-dire de contrôle et de prévention. Pourquoi faire? Pour réduire les dépenses internes et externes. D'accord? Donc, si j'investis, je fais, bien sûr, la réduction doit me permettre de dégager un gain. Donc, ici, donc, normalement, faites-moi donc combien l'entreprise va gagner rapidement. C'est un calcul simple, hein? Bon, attention, on a la test finale, on a gagné 15 000 dirhams, hein? On l'a réduit un petit peu, on a renforcé l'inspection. Donc, qu'est-ce qu'on a fait l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle a fait? Au départ, elle ne faisait pas d'inspection, 0.
Et donc, il a investi un petit peu sur 15 000 dirhams. La planification, il a renforcé sa planification. Il a investi combien? 75 000. 80 000 moins 5 000. La même chose pour l'inspection et la réception. Donc maintenant, il l'a renforcé. Il a passé de 5 à 45. Ça veut dire qu'on a investi 40 000. Et on a donc réduit avec le test final. Parce que si on fait beaucoup de prévention, on renforce la prévention, on peut réduire avec le test. On fait confiance à nos résultats. Le test final. Donc, auparavant, il ne fait pas de formation. Maintenant, il a assuré une formation des employés, le coût 75 000. Il ne faisait pas de contrôle statistique en cours de fabrication. Il a investi 30 000. Donc, les défaillances, les défaillances, quand Naruto chez le but, 880 000, hein, il est devenu 125 000. Ça veut dire qu'on a bien, donc bien sûr, on doit comptabiliser tous les gars. On a fait le test et analyse de problèmes. On a passé de 87 000 à 10 000. Donc, ça veut dire qu'on a gagné. Les coûts de garantie, ils ont passé de 1 260 000 à 120 000. D'accord? Donc, ça se voit globalement que le projet, bien sûr, il est performant. Mais vous devez me calculer quels sont les gains, puisqu'on a des chiffres, les gains que l'entreprise a fait avec ce programme d'amélioration de la qualité. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Faites-moi le calcul rapidement. Monsieur? Pardon? Pardon, quelqu'un pose une question?
Je parle des gains. Total, oui. Ouais, c'est ça la conclusion. Bon, le détail. 1000 282 000. Parce que c'est les chiffres, c'est en milliers. Donc, l'analyse d'écho, entre parenthèses, en milliers de dirhams. Ça veut dire, vous voyez donc 5, ça veut dire 5 000. Oui, c'est un petit peu ça. Voilà. Bon, c'est facile, donc il suffit donc d'évaluer ce qu'on a investi. Bon, ce qu'on a investi, c'est la différence entre 2018 et 2019, bien sûr. Par le salaire des inspecteurs, on a investi l'inspection 15 moins 0, donc ça veut dire 15 000 dirhams, etc. Voir donc les différences internes, combien de réduction, c'est la différence, bien sûr. Hein, il ne faut pas oublier que le 15 000 dirhams de test final et faire de la différence, voilà. Hein? Bien sûr, les coûts de gestion, c'est le coût de contrôle plus le coût de prévention. On doit donc, totalement, j'ai investi X, je dois gagner Y avec Y supérieur à X. Sinon, donc, parce que je peux investir 300 000 dirhams et gagner 100 000 dirhams. Non, j'ai perdu, hein, j'ai perdu de 100 000. C'est ça le principe. Et c'est ça le travail de l'entreprise. Hein. Toutes les entreprises au monde, ils courent derrière ça. Ils courent derrière la réduction des coûts. Donc là, c'est extrêmement important. Bon, la prochaine fois, donc on va attaquer le deuxième chapitre. Il faut réviser là, pour aller vite, pour profiter au maximum, parce que je n'ai pas de programme. Donc je vais donc arrêter là, la fin du cours. Maintenant, si vous travaillez un petit peu, vous révisez, vous posez des questions, on peut aller un petit peu plus vite et on peut profiter d'autres outils, d'autres méthodes. D'accord? La prochaine fois, Inch'Allah, on va faire le deuxième chapitre sur la planification. Bon, la correction du TD numéro 1, vous l'avez dans la plateforme. Donc, il est un petit peu détaillé. Donc, vous la lisez. Utilisez-le pour réviser le chapitre 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser la prochaine fois. Parce que tout ce qu'on va faire la suite dépend de... Bon, c'est enchaîné. Hein. OK? Vous n'avez plus de questions? Est-ce que vous n'avez plus de questions? Donc, vous avez donc la correction en détail sur la plateforme. Donc, il faut la revoir. Utilisez donc, votre cours. Utilisez donc révisez chapitre 1. Faites un résumé de l'essentiel. Et si vous avez encore des questions, je peux répondre la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va commencer un nouveau chapitre. C'est le chapitre sur la planification. Lui aussi, il est déjà partagé avec le TD. Donc, vous pouvez le consulter si vous voulez. Allez, bonne journée.